Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode du petit monde merveilleux des séries d'animation françaises, dans lequel j'aimerais vous parler de la façon dont on pense le dessin animé aujourd'hui comme ciblé pour une audience très précise. Le petit monde merveilleux des séries d'animation françaises. Le milieu du dessin animé, comme beaucoup d'autres branches de l'audiovisuel, se comporte presque comme n'importe quelle autre industrie. Elle a son département recherche et développement, ses prototypes, ses testeurs, ses clients, ses distributeurs, ses acheteurs, son marketing, ses annonceurs, sa chaîne de production. Et comme d'autres produits, le dessin animé est pensé pour des catégories précises de population. Bref, quand il s'agit de faire du dessin animé pour les enfants, ce n'est jamais les enfants en général, mais pour des tranches beaucoup plus précises, parce que l'enfance est un moment où on évolue beaucoup, et qu'à 3 et 6 ans, on n'est pas la même personne. La cible d'un dessin animé, c'est quelque chose qui se décide très tôt, dès le développement du projet. Alors c'est pas évidemment inscrit dans le marbre, ça peut changer d'un diffuseur à l'autre, et encore plus d'une culture à l'autre, mais grosso modo, on est sur cette répartition. Il y a le dessin animé pour les bébés, mais c'est plus ou moins marginal. Simplicité, répétition, couleur, son et bonne humeur. En France, on n'est pas trop censé en faire. Vous avez bien un Baby TV, une chaîne de la Fox sur le câble, mais on considère que ce n'est pas bon pour le cerveau des plus petits d'être exposé aux images animées. Par contre, après 3 ans, on arrive sur ce qu'on appelle le preschool, c'est-à-dire le dessin animé pour les maternelles et ce qu'on regarde le matin avant d'aller à l'école. Le preschool va de 3 à 5 ans, en voulant s'adapter au goût et au niveau de compréhension d'un enfant de cet âge, ou tout du moins à ce qu'on croit en savoir. Le preschool raconte des histoires simples et linéaires, sans rebondissement, sans complexité, sans intrigue secondaire, exclusivement au premier degré, parfois accompagné de la voix d'un narrateur et parfois muette. Le montage est lent, les plans peu nombreux et pas vraiment divers, les designs sont ronds, les couleurs sont chaudes et vives, et on met très souvent en scène des personnages d'animaux ou des jouets, des objets ou véhicules humanisés. Les thèmes du preschool sont la famille, la gentillesse, le partage, l'entraide, et tout se passe dans la bonne humeur. Les héros de ce dessin animé sont à peu près toujours joyeux, et n'ont pas de défaut à part peut-être la maladresse. Dans l'univers du preschool, on ne pique pas de grosses colères, on n'est pas impertinent, on n'est pas mal intentionné. Niveau contenu, disons qu'il y a 3 grands axes. D'abord, les séries qui collent au quotidien de l'enfant avec sa chambre et son foyer. On voit des héros qui font du coloriage, qui se brossent les dents, ont du mal à s'endormir, font un gâteau avec maman, récoltent avec papa, embrassent leur mamie ou ont besoin d'un gros câlin de papy. Les enjeux sont minuscules, mais peut-être qu'à l'échelle d'un enfant de 3-5 ans, ils ne le sont pas. Vous avez également les histoires qui tournent autour d'un petit problème, d'une petite urgence, qui met le héros en position de sauveteur. Là, ce sont souvent les objets humanisés qu'on retrouve. Troisième axe, pour les histoires preschool, les séries un peu ludo-éducatives qui vont inciter les enfants à apprendre quelques mots d'une langue étrangère, à danser, à peindre ou à chanter. Après le preschool, on se retrouve sur la cible des 5-7 ans, qu'on appelle l'upper preschool, ou le bridge. On aime bien ces termes. Ici, on part du principe qu'on s'adresse à des enfants qui sont un peu plus curieux du monde extérieur à leur foyer. Ils vont à l'école, ils commencent à avoir une bande de copains. Même si on reste sur des histoires simples et linéaires, on peut raconter plus de choses. Des aventures, des enquêtes, on peut explorer d'autres univers, injecter plus de comédie et parfois, selon les diffuseurs, un soupçon de danger et un petit peu d'impertinence ou d'irrévérence à l'égard des adultes. Le héros de l'upper preschool peut avoir plus de défauts et faire face à plus d'obstacles. Ensuite, on arrive à la cible des 6-8 qu'on appelle les kids. Là, on considère que l'enfant de cet âge veut se distancier des dessins animés pour bébé et ne veut plus être pris pour un enfant. C'est à partir de là qu'on propose vraiment de s'éloigner du quotidien. On efface souvent les personnages des parents, on se concentre sur la bande de copains, on commence la science-fiction, la fantasy, la magie et les super-pouvoirs. Et on pousse les curseurs aventure, action et comédie. Les héros et les situations reflètent moins ce que connaît l'enfant et deviennent plus aspirationnels. Ce sont de jeunes ados cools et beaux et des super-héros forts et sauveurs. Après, ça ne veut pas dire qu'on est déconnecté de la réalité des enfants, c'est aussi pour cette tranche d'âge qu'on a les adaptations de Titeuf et de Lou par exemple. Pour les 6-8, l'histoire est aussi plus subtile. On peut se permettre davantage d'ellipses dans la narration, que ce soit pour faire un saut dans le temps ou laisser planer le mystère. On peut manier le second degré, les bons mots et l'ironie dramatique. C'est pour ça qu'à partir de cette cible, un dessin animé peut être aussi suivi par des plus âgés sans que ça fasse trop repoussoir. Parfois d'ailleurs, plutôt que de parler de 6-8, on parle d'une cible plus englobante de 6-10. On se permet plus de choses, à la fois dans les sujets abordés, dans la mise en scène, dans le rythme et dans la structure et le ton de l'histoire. Ça devient plus complexe. Et voilà, c'est tout en fait. En France, le dessin animé cible jusqu'à 10 ans. À la rigueur, il y a quelques dessins animés, type cartoon, où tout un chacun est censé pouvoir trouver son compte. Il y a aussi de temps en temps un rare cas de dessin animé
plus ado, voire familial. Et puis il y a toujours un ou deux dessins animés pour adultes financés par Arte, par Canal ou par France 4, mais c'est globalement de très rares cas à tout petit budget. Pour les ados et jeunes adultes, ce qu'on a vraiment, ce sont les animés japonais et une partie de la production US. Eux ne proposent pas forcément des programmes plus compliqués en termes de narration, mais vont dans la violence, l'absurde, le bête et méchant, la satire politique et sociale, le sexe et globalement des thèmes plus forts, plus sombres, plus complexes, toutes choses qu'on destine peu aux enfants. Alors pourquoi en France produire autant de dessins animés pour les enfants et pratiquement rien pour les ados et les adultes, alors qu'il y a de la demande et le talent pour le faire? Il y a le problème de la mentalité que j'ai déjà évoqué. C'est ancré dans la tête de beaucoup que les dessins animés c'est un truc de gamin. C'est ancré chez bien les parents, mais aussi et surtout chez nombre de nos décideurs. A priori, si vous travaillez sur du dessin animé côté chaîne, côté télévision, vous avez un certain amour et une certaine connaissance de l'animation. Malheureusement, vous dépendez de plein d'autres personnes qui ont clairement d'autres priorités que le dessin animé. Donc même si vous voulez faire des choses sympas et ambitieuses, l'antenne, la programmation, les audiences et d'autres peuvent vous coincer à chaque tournant. Soit qu'elles trouvent vos performances trop faibles, soit qu'elles aient besoin de 5 secondes supplémentaires pour vous diffuser une publicité, etc. Il y a le problème de l'évolution du public que j'ai évoqué aussi. Les études d'audience constatent depuis plusieurs années que les enfants regardent beaucoup moins les dessins animés après 8 ans. Ils ont plus de distractions et associent le dessin animé à quelque chose de bébé. Leur intérêt se reporte globalement sur les programmes en live action. Du coup, les chaînes diffusant du dessin animé baissent aujourd'hui leur cible et pensent encore moins aux ados. En fait, on pourrait dire qu'un des problèmes du dessin animé, c'est de trop écouter l'audience. Un épisode est diffusé et le lendemain, on a déjà les résultats d'audience qu'on peut comparer à ceux de la concurrence. Il n'y a pas que la mesure d'audience, il y a les études d'audience aussi. Qui regardent plutôt des filles, plutôt des garçons? Quels âges? Qu'est-ce qu'ils ont aimé? Qu'est-ce qu'ils n'ont pas aimé? Combien de temps ils ont mis avant de zapper sur une autre chaîne? Sur quel support ils regardent? Tout ça, on le sait. On les divise en catégories d'âge et de genre, en essayant de mieux cerner leur goût et de mieux coller à leurs attentes, tout en sachant pertinemment que les grandes œuvres que nous-mêmes on préfère sont généralement des œuvres qui sont plus universelles que ça. Et puis, c'est comme si mesures et études d'audience étaient tenues pour parole sacrée, alors qu'on sait bien qu'on peut toujours remettre en question la manière dont elles sont réalisées et donc leur valeur. Mais l'obsession de l'audience est logique quand la création est prise dans un marché capitaliste qui demande d'avoir de bons résultats d'audience pour savoir si oui ou non on pourra financer une saison 2 à notre série. Parce que la raison pour laquelle on ne fait presque pas de dessins animés pour plus âgés que les enfants, c'est avant tout une question d'argent et une question économique. Vous avez vu ma vidéo précédente, le dessin animé est en crise et ses financements baissent. Il est donc de plus en plus dépendant de sa principale source de financement, le diffuseur, c'est-à-dire la télévision. La télévision traditionnelle propose des programmes d'un côté et des espaces publicitaires de l'autre. Les annonceurs achètent ces espaces afin que leur publicité atteigne les spectateurs venus ici pour les programmes et ils vont mettre plus ou moins d'argent pour l'achat de ces espaces selon qu'ils sont situés à des horaires de grande écoute. Donc en fait, le dessin animé est dépendant de la publicité. Et la publicité s'en fout des ados. Les enfants et la pub, ça marche pas mal. Ils ont plein de jouets, de peluches, de déguisements, de fournitures scolaires à renouveler chaque année. L'alimentaire compte aussi énormément. Ils sont très prescripteurs auprès de leurs parents qui veulent leur offrir les jouets qu'ils aiment. Le dessin animé lui-même peut être un bon support de publicité. En plus, les comportements des enfants ne changent pas trop. Les générations se renouvellent vite et se ressemblent. C'est du pain béni. Les ados, par contre, c'est autre chose. Ils n'ont pas de pouvoir d'achat, ils ne sont plus prescripteurs auprès de leurs parents. De toute manière, en tant que consommateurs, ils s'intéressent à des produits culturels comme la musique ou à des produits comme la téléphonie et les fringues. C'est donc une population fragmentée, insaisissable, qui ne veut rien se faire imposer. Si ça passe à la télé, ils n'en veulent pas. Et puis surtout, ils changent constamment. Ils sont si réactifs aux modes qui passent si vite qu'il est impossible à la pub de les suivre, ou que en tout cas ça n'en vaut pas la peine. Aujourd'hui, c'est déjà une telle galère de financer un projet moyen pour les enfants, mais alors pour les ados et les adultes, vous imaginez pas. La télévision, qui a besoin elle-même d'être financée, finance et achète donc plutôt des programmes pour enfants parce que là, elle sait qu'elle aura des annonceurs. Et si elle veut un peu de programmes ados, il lui suffit d'acheter pas cher un animé qu'elle pourra rediffuser à mort. Et encore, la publicité pour les enfants, le seul moment où c'est vraiment intéressant pour un diffuseur, c'est la période avant Noël. Dites-vous bien que si TF1, France Télévisions et M6 diffusent encore de l'animation, c'est parce qu'elles y sont obligées. TF1 aurait davantage intérêt à rediffuser The Voice le matin avant l'école à la place de Téfou. Ils auraient plus d'audience, plus d'annonceurs et plus de sous. Après, ce que je dis là vaut pour les chaînes généralistes qui ne ciblent pas que les enfants. C'est évidemment différent sur les chaînes thématiques comme Disney ou Gulli, entièrement consacrées à la jeunesse. Mais ce qu'on constate sur ces chaînes, c'est malgré tout un cantonnement du dessin animé sur une cible petite. S'ils veulent toucher un public après 10 ans, c'est principalement avec des programmes en live. En plus de ça, la publicité autour et dans les programmes pour enfants est très limitée et très réglementée, parce que c'est une cible jeune et facilement influençable et qu'on se méfie des effets de la pub sur eux.
nombreux. Par exemple, il y a toujours une pression pour faire supprimer la publicité alimentaire à la télévision. Or, l'alimentaire, grosso modo, c'est les seuls qui rapportent du fric de janvier à août sur les programmes pour enfants. Et supprimer ce type de pub serait catastrophique pour le dessin animé. Vous avez peut-être vu passer l'info il y a pas très longtemps, comme quoi l'Assemblée a voté une loi pour supprimer la pub autour des programmes jeunesse de France Télévisions. C'est une mesure de protection de l'enfance. Alors d'un côté, chouette. De notre côté, France Télévisions, niveau dessin animé en France, ce sont les plus permissifs et les seuls qui ont pour obligation de travailler à représenter la diversité. Donc cette loi, si elle passe, tire sur l'ambulance. Ça voudra juste dire, dans le contexte actuel, moins de dessins animés divers et originaux. Et accessoirement, moins de travail pour la profession. Bref, tout ça pour dire qu'avec les mentalités, l'évolution du public et le contexte économique, si vous voulez faire une série d'animation en France aujourd'hui, il vaut mieux dire que c'est pour les 6-10. Ça passera mieux auprès des gens qui vont vous financer. Et même, il vaut mieux dire que c'est pour du 6-8. Parce que la tendance, c'est de s'arrêter après 8 ans. Et pas qu'en France. Prenez Gravity Falls et Avatar. Ce sont des séries qui ont commencé en ciblant beaucoup plus jeunes que leur cible réelle. Pour s'en apercevoir, il suffit de comparer les saisons 1 et 2 de Gravity, les 3 saisons du dernier maître de l'air entre elles, et le dernier maître de l'air avec Korra. La cible a évolué en cours de production, les séries ont été vieillies. Certainement parce que pour financer des séries aussi ambitieuses et coûteuses, il a fallu au départ rassurer et faire passer ça pour du 6-10, et ne pas dire qu'en fait, ça visait aussi grave les ados et les jeunes adultes. Le truc c'est que ces séries, pour moi, ça reste des exceptions. Plus nombreuses qu'en France, mais des exceptions quand même. Pour un Steven Universe, vous avez 30 Franklin la Tortue. Et je ne vois pas ces exceptions devenir la nouvelle norme des géants américains, juste parce qu'elles ont eu un succès populaire et critique. Je ne sais pas combien ça a coûté à Disney, mais honnêtement, je suis pas certaine qu'ils puissent renouveler l'expérience Gravity Falls tout de suite. Parce que ça nous plaise ou non, le dessin animé n'est pas indépendant de la publicité, qui est encore et toujours sa meilleure source de financement. Et vu le contexte de crise économique et le fait que globalement, les politiques, les financiers et les décideurs divers se moquent du dessin animé et des enfants, le financement par la pub est synonyme d'une standardisation globale de l'animation sur une cible petite, d'histoires lisses et consensuelles, et d'un formatage permettant la rediffusion en boucle des mêmes épisodes. Finalement, le problème du dessin animé est assez similaire à ceux rencontrés par d'autres médias et industries culturelles, que ce soit le journalisme, que ce soit des vidéastes sur YouTube, que ce soit l'art. Tant qu'on n'est pas indépendant de la publicité, on ne va pas s'en sortir. Du coup, dans une prochaine vidéo, j'espère réussir à vous parler d'autres manières de faire et de financer du dessin animé. Par contre, ça va être assez compliqué, du coup, en attendant, je pense que je vais plutôt vous parler des questions de genre et de représentation dans le dessin animé, parce que ça m'a été beaucoup demandé, et puis ça me fera des vacances. Donc, d'ici là, à la prochaine, et merci d'avoir regardé. Et juste, attendez, partez pas, c'est encore moi pour vous dire que je vais lancer une série d'interviews pour faire venir des copains en fait qui travaillent dans l'animation à d'autres postes. L'idée c'est qu'ils puissent vous parler de leur métier et qu'ils vous apportent un point de vue un peu différent du mien. Je sais pas encore du tout comment m'y prendre sur cette interview, mais ce qui serait intéressant c'est que voilà, j'annonce à l'avance qui va venir, comme ça vous laisse le temps à vous de me poser des questions que je leur transmettrai en fait quand on enregistrera l'interview. Et donc, la première personne que je voudrais interviewer est une scénariste, Ghislaine Pujol, qui a travaillé sur plein de séries. Les Nouvelles Aventures de Spirou et Fantasio, Kid Paddle, Les Légendaires, et qui est aussi intervenante dans diverses écoles d'animation et d'écriture, pour tout ce qui est scénario, atelier, scénario, etc. On va faire l'interview vers le 11-12 mai, si je ne me trompe pas. Donc ça fait à peu près 2 semaines pour que vous m'envoyiez des questions si vous en avez pour Ghislaine. Vous pouvez les mettre dans les commentaires ici, sur Twitter, etc. Et puis voilà, je transmettrai tout ça. Voilà, et puis là, pour de vrai, à la prochaine. Barre-toi de là, tu schlingues, sale schlag. Barre-toi de là, tu schlingues. Hey, tout le monde mérite qu'on le respecte. Allez, viens, mec, t'inquiète, viens, je te pousse un grec. Ah, ok, super cool, cousin. Là, je te rends hommage. Oh, y'a moyen que tu demandes un supplément fromage? Hey, attends, pour bien faire glisser la graille, prends des petits pots de sauce blanche et samouraï. Ah ouais, t'es bon, toi, si, merveilleux. Bon, bah... ouais, ok, si tu veux. Barre-toi de là, tu schlingues, sale schlag. Barre-toi de là, tu schlingues.